Bonjour à tous. La cour d'assises d'appel de Haute-Corse a condamné hier soir Kevin Ozeric à 22 années de réclusion criminelle. Ce dernier est accusé de l'assassinat de Gilles Saoul, survenu le 21 février 2021 à Alat, en Corse du Sud. Les jurés ont une nouvelle fois retenu la préméditation dans ce crime. Lors du premier procès qui s'était tenu dans la cité impériale, Kevin Ozeric avait écopé de 25 ans de réclusion criminelle. La condamnation est assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Première réunion de la cellule économique de Corse, PTIC, lien entre les institutions. Le préfet de Corse s'est tenu à faire une rentrée économique quelques mois après sa prise de fonction. Le plus haut représentant de l'État a ainsi voulu lancer un appel à une cohésion de tous les acteurs afin de prévenir et d'anticiper les difficultés, mais également de proposer une vision économique différente et innovante. On écoute Jérôme Philippini, le préfet de Corse. L'INSEE, la Banque de France sont intervenus pour donner leurs chiffres avec des statistiques qui parfois sont un peu froides. Mais ce qui était important, c'était le premier objectif de la réunion, c'était aussi d'entendre les entreprises sur leurs difficultés, parce que parfois leur vécu personnel et individuel ne correspond pas à cette statistique. Et je voulais qu'avec les fédérations professionnelles qui étaient là, on puisse les entendre pour partager un diagnostic plus consensuel sur ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a certains secteurs notamment qui souffrent, on le sait, le BTP, d'autres qui sont fragiles, même s'ils ne se sont pas trop mal portés l'an dernier, c'est le tourisme. Et puis il y a d'autres secteurs d'activité dont on parle moins parfois, je pense notamment à l'industrie, qui méritent d'être soutenus. Donc on a partagé ce diagnostic et puis on a fait une présentation qui méritera d'être complétée de tous les dispositifs d'aide et de soutien qui existent pour les entreprises en difficulté, que parfois les chefs d'entreprise n'osent pas, ne veulent pas aller assez tôt au contact. Et plus tard, ils viennent demander de l'aide, le plus mal ça se passe. Et puis un partage d'informations aussi sur les dispositifs de soutien aux entreprises qui investissent. Donc c'était une première réunion. Il y en aura maintenant régulièrement tous les 2-3 mois. Puis on a déterminé aussi des thèmes pour des groupes de travail plus approfondis sur les secteurs que je vous ai cités. Et on ne lâchera rien pour essayer d'aider toutes les entreprises corses qui le méritent. Un programme de transformation et d'investissement pour la Corse, c'est 500 millions d'euros dédiés au territoire. C'est considérable, sur 7 ans, donc jusqu'en 2027. Déjà, la moitié de ces crédits-là ont été programmés pour faire des investissements structurants sur Ajaccio, sur Bastia, sur Porto Vecchio, sur tout le territoire de l'île. Et c'est quelque chose de très positif. Toutes les régions n'ont pas la chance d'avoir de la part de l'État un investissement pareil. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on devrait pouvoir mieux travailler avec la collectivité. J'en ai parlé avec le président Simeone qui en est d'accord pour programmer ensemble l'effort que nous faisons, parce que ça n'a pas été tellement le cas dans le passé. Et il faut qu'on y arrive. L'État continuera de décider ce qu'il fait des crédits du PTIC. La région, la collectivité de Corse continuera de décider des crédits qui lui sont propres, mais on peut sans doute programmer ça ensemble de façon plus intelligente à l'avenir. C'est la région la plus décentralisée, en tout cas de métropole, mais même dans les Outre-mer, il n'y a pas tant de régions qui aient autant de pouvoir. Donc c'est un défi pour la collectivité de Corse et c'est aussi un défi pour l'État parce qu'on est obligé ensemble de très bien travailler. Si on ne travaille pas bien ensemble, c'est l'intérêt des Corses qui n'est pas bien servi. Et de ce point de vue-là, les premiers échanges que j'ai avec le président de la collectivité, la présidente de l'Assemblée sont très positifs, de même que le travail avec les maires, les présidents des assemblées de maires et les maires que j'ai pu rencontrer. Donc je suis confiant sur le fait qu'on y arrivera ensemble, mais on ne peut y arriver qu'ensemble. Ukuliti ou Bianqueros, ou officiellement créé depuis hier soir. En effet, après une assemblée générale ayant réuni plusieurs centaines de supporters, le bureau des socios a été élu avec à sa tête Pierre-Nicolas Beretti. Le bureau se compose également de François Grimaldi d'Estre, Yves Gentili et Catherine Brun en tant que vice-président et Sébastien Barré en tant que trésorier. Le plus dur commence pour le collectif. Les statuts votés hier seront déposés dans les prochaines heures en préfecture pour officialiser l'acte. Le but du collectif est de venir en aide au club, notamment dans le secteur du centre de formation, mais également de remettre au goût du jour la culture club en mettant l'institution ACA au cœur des débats. Le collectif veut également faire entendre sa voix dans les discussions sur la reprise du club. 2 événements arrivent très rapidement, une soirée culturelle de lancement et surtout un grand loto prévu le 8 mars au collège et lycée Saint-Paul. On écoute Pierre-Nicolas Beretti, le président d'Ukuliti ou Bianqueros. Alors après un mois de travail, un mois de travail intensif, voilà, aujourd'hui on attendait avec grande impatience cette assemblée générale. Voilà, ce soir c'est fait, c'est acté, nos statuts ont été votés, le bureau également, donc maintenant dès demain nous allons en préfecture déposer nos statuts et à partir de là nous pourrons éventuellement être un peu plus dynamiques et commencer à préparer beaucoup d'événementiels autour du collectif. Alors le rôle des socios c'est quoi ? Déjà dans un premier temps c'était de créer une dynamique autour du club parce que après la défaite au derby ça devenait vraiment compliqué, donc il était intéressant pour nous de se retrouver entre supporters de tous bords, toute tendance politique, tout corps de métier, tout âge, hommes, femmes,
toute tribune, de trouver ensemble un terrain d'entente pour recréer une dynamique autour de la CA et venir en aide surtout, malheureusement on connaît tous la situation actuelle du club, donc c'est venir en aide et avoir une structure déjà carrée et bien organisée pour pouvoir rebondir en cas de catastrophe. Alors là, on le voit, il y a plusieurs actionnaires qui s'intéressent à la CA. Est-ce que les socios auront leur mot à dire quand les discussions auront lieu avec ces différents repreneurs? Bien entendu, c'est ça. Le but, il est là aussi, c'est de pouvoir porter la voix des supporters dans le conseil d'administration du club. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on sait pas encore, on ne connaît pas l'avenir du club, mais en tout cas, il va y avoir des rencontres. Les dirigeants actuels, en tout cas, ils sont déjà OK. Et ils vont nous ouvrir des portes là-dessus avec les futurs actionnaires pour avoir une place et enfin réinstaurer la culture club dans le débat, parce que malheureusement aujourd'hui c'est ce qui nous fait beaucoup défaut. Alors vous avez parlé des projets des socios. Qu'est-ce qu'il y aurait comme projet à court, moyen et long terme? Alors déjà à court terme, c'est connaître l'avenir du club, savoir où on va, et en fonction de cela, donc si par bonheur le club est repris et tout, on pourra s'orienter vers d'autres projets, notamment les abords du stade, mettre des navettes en place, aider nos sections jeunes. Enfin, il existe des tas de projets qui aujourd'hui ne sont pas bien définis parce que bon, on n'en est pas encore là, mais voilà. Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et c'est pour ça que pour être membre des socios, il y a une cotisation. Voilà, il y a une cotisation, donc on a préféré, pour que tout le monde puisse y participer, faire une cotisation seulement à 20 €, alors que beaucoup en France, elle se fait un minimum 50 €. Nous, on a voulu que tout le monde puisse adhérer, et ensuite, il y a un don libre, donc ceux qui ont un peu plus de moyens que d'autres, ils peuvent participer comme ils le souhaitent et comme ils peuvent. Il y a aussi des événements qui arrivent pour faire rentrer des fonds. Il y a par exemple un loto début mars. Exactement, samedi 8 mars, il y a déjà un loto qui a été programmé en partenariat avec le collège et lycée Saint-Paul qui nous laisse leurs infrastructures. D'ailleurs, on les remercie fortement. C'est même un symbole pour nous parce que Saint-Paul est aussi une institution ajaxienne. Donc voilà, il y a un événement. Il y aura aussi avant, on communiquera la date très prochainement, une soirée de lancement. Vendredi dernier, un nouveau protocole départemental de lutte contre les violences intrafamiliales a été signé en Haute-Corse. De nombreux partenaires, près d'une vingtaine, étaient présents, parmi lesquels le CIDFF de Haute-Corse. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles accueille ainsi les victimes, qu'elles aient déposé plainte ou non, pour les aider. L'accès aux droits est ainsi une composante importante de l'action d'un CIDFF de plus en plus sollicité. Un accueil de jour a pu récemment être ouvert pour encore plus rapidement et efficacement être à l'écoute des victimes. On écoute Aurélia Dominici Campagne, présidente du CIDFF de Haute-Corse. C'est un commencement puisqu'elle n'avait pas été mise à jour depuis 2017, donc c'est très important qu'elle le soit également aujourd'hui, qu'on puisse avoir une mise en place d'une liste des partenaires également, même si on travaille déjà tous ensemble, hein, bien entendu. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une prise en charge qui soit globale et qui soit la meilleure sur tout le territoire Haute-Corse, puisque forcément, les violences, il n'y a pas il n'y a pas de victime type, hein, malheureusement. Donc c'est sûr que voilà, peut-être qu'une personne va se présenter directement à l'hôpital, une autre vers les gendarmes, une autre va directement déposer plainte. Il faut qu'on puisse tous répondre aux besoins et qu'il y ait un accompagnement et un suivi efficace. Alors vous parlez d'évolution, justement, du côté du CIDFF, il y a des évolutions depuis quelques mois. Quelles sont-elles? Alors on va inaugurer, on est très heureux, on va inaugurer notre accueil de jour, donc Alba Femmes Libres, qui est un accueil qui va permettre aux femmes et à leurs enfants, si elles en ont, de venir, de se poser, également de préparer éventuellement un départ si elles le souhaitent ou pas. Le but, c'est vraiment d'avoir un accueil qui soit inconditionnel, confidentiel aussi, avec des démarches judiciaires ou pas. Le but, c'est vraiment de répondre encore une fois aux besoins, de sécuriser les enfants et la famille et préparer éventuellement, on a des casiers par exemple, vous voyez, on peut faire en sorte de stocker des éléments importants pour elles. Alors la libération de la parole, de toute façon, est toujours une bonne chose, hein, il n'y a pas de difficulté. Après, il faut bien entendu que les personnes qui puissent se tourner vers des associations non professionnelles puissent ensuite être rapatriées vers un suivi, encore une fois, qui va être professionnel. Donc c'est aussi important justement qu'il y ait ces professionnels qui soient ligués, on va dire, et faire en sorte que la prise en charge puisse l'être, encore une fois, que personne puisse être mis de côté. Voilà. On
On a vu que pour la première fois depuis la période Covid, eh bien, le nombre de cas déclarés a légèrement baissé en 2024. Mais vous, du côté du CIDFF, est-ce que vous avez constaté aussi cette baisse par rapport au nombre de femmes qui viennent vous voir? Alors, il y a différents types de chiffres, forcément. Il y a les personnes qui vont déposer plainte, il y a les autres personnes qui ne vont pas déposer plainte, il y a ce qu'on constate nous. C'est compliqué quand même d'avoir des chiffres, on va se le dire, puisque ça dépend des moments. Il y a des fois où il y a des personnes qui vont parler, il y en a où il y a des moments où elles vont un peu moins parler. Quoi qu'il en soit, les violences, elles sont toujours là. Ça, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Même s'il y a une libération de la parole, le but, c'est de combattre ces violences. Les travaux du téléporté Angelo Avance à Ajaccio. Ce mardi, une manœuvre spectaculaire a été réalisée avec l'héliportage des pylônes. Pour réaliser cet ouvrage, un Super Puma est entré en action afin de mener cette opération de haute précision. Mardi prochain, le 12 février, une autre opération importante sera entreprise puisque le déroulage du précable entre la gare du Mont Sant'Angelo et la gare du Stiletto sera réalisé à l'aide d'un hélicoptère de type Écureuil cette fois. Nous sommes le mercredi 5 février 2025, jour de la Sainte-Agathe. Il est fait beau et fera beau toute la journée en Haute-Corse et plus particulièrement sur la façade orientale de l'île. Le soleil sera également présent en Corse du Sud et sur la façade occidentale, mais quelques nuages s'inviteront sans pour autant donner une sensation de mauvais temps. Il s'agira là aussi d'une belle journée d'hiver. Le vent est toujours faible et les températures stationnaires, très agréables. 15 degrés, ce sera le maximum pour Ajaccio et Bastille, 14 à Portivecchio, Calvi, Velise ou la Buniva du Propia, 13 à Courtivic ou 12 à Cervione, Itzic ou Sartè, Pietralba, 11 à Prunello di Fiumorbo et Rugliano. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous retrouve dans quelques secondes pour votre agenda culturel.